Bon, d'abord, on va aller en Russie pour comprendre pourquoi on ne baise pas Poutine. Ensuite, on va aller aux États-Unis où on vous maltraite, on fait des choses complètement incohérentes, on renvoie sciemment les Africains dans des pays en guerre. On se pose beaucoup de questions de savoir est-ce que les Africains méritent le respect du monde? On le découvrira tout de suite. Ensuite, on ira en Corée du Nord. La Corée du Nord, ça ne rigole pas. Ils ont inauguré une station balnéaire, une plage massive dans l'objectif d'attirer le tourisme. Et on invite les Africains à venir. On le découvre tout de suite. Alors, nous sommes en Russie. Le président Vladimir Poutine, c'est pas votre ami. Okay? C'est quelqu'un qu'on ne balance pas. Okay? Si vous vous moquez de sa gueule, il se moque de votre gueule pendant que vous ne respirez plus. C'est de la maladie, c'est de la folie. C'est surtout stupide de le faire ou d'oser même d'y penser. Le ministre russe limogé a trouvé la mort. Ah oui, le comité d'enquête russe a annoncé que l'ex-ministre russe de transport, Roland Starovoyt, a été retrouvé mort, apparemment d'une balle dans la tête. Auto-infligé. Waouh, une balle dans la tête auto-infligée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour, il avait été limogé. Okay? Limogé dans la journée, le soir, ouais, auto-infligé. Aucune raison n'a été donnée pour son renvoi. Le ministre adjoint de transport, André Nikitine, a été nommé pour remplacer peu après. Je voudrais vous proposer de franchir une nouvelle étape dans votre carrière et d'assumer les fonctions de ministre par intérim des Transports de la Russie. Le président du gouvernement apprécie vos qualités professionnelles, vos qualités personnelles ainsi que les résultats que vous avez obtenus dans des délais relativement courts. J'ai l'intention de soumettre votre candidature à la Douma, le Parlement russe, et si les membres du Parlement la soutiennent, je ferai de même. Vladimir Vladimirovitch, c'est à la fois un honneur et une responsabilité pour moi. Je consacrerai absolument tous mes efforts pour que notre secteur des transports ne se contente pas de se développer à un rythme accéléré. Nous sommes le plus grand pays du monde, et nous devons avoir le système de transport le plus efficace. C'est ce dont notre économie a besoin, ce dont notre peuple a besoin, et je suis prêt à travailler avec un engagement total. Le ministre de Transport, qui a été limogé pendant la journée, le soir, on l'a retrouvé avec une balle dans la tête. Et bien évidemment, les rapports disent que c'est une balle auto-infligée. Pourquoi? On va le découvrir. Starovoyt avait été nommé ministre de Transport en mai 2024. Et avant cela, il a servi en tant que gouverneur de la région de Koursk. Ok. Il était gouverneur de la région de Koursk avant 2024. Et il l'a fait pendant 6 ans. Donc il avait vraiment le contrôle de la région pendant 6 ans. Koursk, vous savez très bien, avait été partiellement occupé par les Ukrainiens pendant un long moment. Ils ont vraiment combattu et lutté dans l'objectif de déstabiliser les forces russes. Et ça ne sera que jusqu'à la fin du mois de juin qu'on pourra réellement repousser les Ukrainiens hors de Koursk. Le successeur de M. Starovoyt, nommé Alexei Smirinov, n'est pas resté non plus très longtemps dans cette position. On a changé M. Starovoyt, remplacé par M. Alexei. M. Alexei aussi n'est pas resté pendant très longtemps. On l'a aussi limogé. Pourquoi? Il avait été arrêté en avril et accusé de détournement de fonds alloués à la construction des fortifications de la frontière avec l'Ukraine. Donc l'argent qui était alloué, ok, pour fortifier la frontière de l'Ukraine et la Russie est détourné par ces mêmes personnes. Évidemment, en faisant cela, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la porte à l'ennemi. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec M. Starovoyt? Selon les médias russes, Starovoyt était au point d'être inculpé pour les mêmes raisons. Ok, on voit le chef et son subalterne. On a d'abord révoqué le chef, en plus placé le subalterne. Finalement, on a révoqué le subalterne après avoir découvert que le subalterne était impliqué dans une histoire de détournement de fonds dans l'objectif de renforcer la frontière contre l'Ukraine. On a aussi découvert que le monsieur Starovoyt était impliqué dans cette histoire de détournement de fonds pour le renforcement de la frontière contre l'Ukraine. Quelques questions ont été posées à Dmitri Peskov par des journalistes pour savoir si le limogeage signifiait que Poutine avait perdu confiance à Starovoyt en raison de l'événement à Koursk. Peskov a dit si Poutine avait perdu confiance, s'il y avait une question de manque de confiance, il aurait mentionné manque de confiance. Mais ce qui se passe ici est très clair. Koursk a été attaqué et pris par des Ukrainiens pendant un grand moment. En ce qui se passe, il paraît que M. Starovoyt a joué un rôle très important, pas seulement dans la facilitation des Ukrainiens dans l'entrée de Koursk, et aussi en maintenant, détournant l'argent qui était alloué aux militaires russes dans cet espace. Donc on reçoit l'argent, on le détourne pour empêcher les militaires de se défendre correctement, et ensuite on donne des indices essentiels à l'Ukraine pour entrer en Russie. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Ça devrait nous rappeler l'histoire du chef de Wagner, n'est-ce pas? C'était un ami très proche de Vladimir Poutine, en effet. Très très proche. Mais en fin de compte, les amis les plus proches peuvent quelquefois devenir les ennemis les plus farouches. Il faudrait faire très attention par rapport à ça. On ne se fout clairement pas de la gueule de M. Vladimir Poutine, à moins qu'on soit prêt à payer de sa vie. Les États-Unis d'Amérique expulsent 8 personnes, ok, vers un pays tiers africain. Quel pays? Le Soudan.
Le Soudan. Le Soudan est en guerre. Les États-Unis ont expulsé 8 personnes. Et parmi ces 8 personnes, un seul est soudanais. Les autres sont africains, d'autres pays africains. Il y a aussi un Vietnamien. Et ce n'est que le premier lot. Les États-Unis expulsent les Africains qu'ils trouvent illégaux dans un pays africain en guerre. Pourquoi en guerre? Parce que les États-Unis, d'ailleurs, a réduit en squelette le membre de l'ambassade américaine au Soudan. Parce qu'ils reconnaissent le danger qu'on trouve au Soudan. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Voilà le Soudan. Le Soudan, en général, très rapidement, est un pays qui était le pays le plus grand d'Afrique. Jusqu'à un certain moment. Qu'est-ce qui s'était passé? Le nord du Soudan est occupé par des Arabes ou des arabophones qui, d'après beaucoup de personnes, prenaient soin du nord et négligeaient totalement le sud qui était occupé par des Noirs. Alors les Noirs, à un certain moment, on avait ras-le-bol et on voulait une séparation évidente. Et avec ça, le nord, occupé par les arabophones, était très en colère. Ils ont commencé à massacrer les Noirs. Les Noirs, en fin de compte, à un moment donné, ont pu recevoir leur indépendance et créer le pays le plus nouveau, le plus jeune du monde, le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, qui comporte beaucoup de peuples, y compris ceux-là, les Dinka, qui sont très beaux, très grands, très noirs de teint. Ils sont les hommes les plus grands de taille sur Terre, en effet. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Après que le Soudan du Sud soit créé et que les gens eurent été contents pour eux, disant voilà, un pays africain qui naît, tout le bazar, ça sera le bonheur pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé que les Noirs entre Noirs voulaient chacun devenir chef. Et une nouvelle guerre a commencé entre les Noirs. Ils ont commencé à se massacrer. C'est donc, vous savez, un monsieur de l'apartheid qui a dit, on peut rien donner aux Noirs. Vous leur donnez le pouvoir, ils veulent dominer les uns sur les autres. Vous leur donnez des flingues ou des fusils, ils se tuent entre eux. C'est malade. C'est incroyable. Vous verrez cela dans beaucoup de pays africains. Des gens qui étaient membres de l'opposition, par exemple, qui vous présentent toutes ces belles histoires, ces aspirations incroyables. On transformera ce pays, on en fera un pays très puissant, on créera des emplois et tout le bazar. Mais aussitôt qu'ils atteignent le niveau qu'ils espéraient atteindre, vous vous posez la question de savoir si c'est la même personne ou pas. Le traitement qu'ils vous infligent est encore pire que les traitements qu'ils condamnaient eux-mêmes. Le Soudan est un pays dangereux en ce moment parce que les Noirs sont en train de se massacrer entre eux. Et en attendant, les Arabes sont en train de rire. Regardez ces pauvres négros. Ils voulaient la liberté. Regardez comment ils font entre eux. Ils se massacrent entre eux. Les États-Unis ont récemment expulsé 8 individus vers le Soudan du Sud. Un pays que le département d'État américain déconseille de visiter en raison de la criminalité, des enlèvements et des conflits armés. Donc eux-mêmes reconnaissent que c'est un pays dangereux. Mais vous, on vous attrape aux États-Unis, on ne veut plus de vous, on vous balance là-bas. C'est pourquoi. Il y a un message très clair là-dessus. Okay? Pourquoi ces personnes ont été renvoyées? D'après les rapports, ces personnes avaient été condamnées pour des crimes violents aux États-Unis. Après avoir purgé leur peine, elles ont été transférées vers le Soudan du Sud, malgré les préoccupations concernant leur sécurité dans ce pays en guerre. Donc, ces personnes sont des criminels. Okay? Des crimes brutaux, des crimes violents. Ils ont purgé leur peine. Okay? Tu as purgé 20 ans aux États-Unis, en fin de compte, on te balance au Soudan, au lieu de t'envoyer dans ton pays natal. Ça en dit trop. Numéro 1, il faut pas aller chez les gens faire des... Non. Pourquoi aller faire des crimes chez autrui? Reste chez toi et tue des gens si tu en as envie. C'est difficile. Peut-on dire que les Américains sont racistes? Même s'ils sont racistes, pourquoi faudrait-il leur donner des raisons de justifier ce racisme? C'est malade. Aucune personne ne voudrait d'une personne malade. Un tueur. Au fait, normalement, quand tu purges ta peine, on te laisse faire ce que tu as envie de faire. Dans ce cas, les États-Unis te laissent purger ta peine. Ensuite, on te balance chez toi. Rentre chez vous à la maison. Pas chez vous à la maison, au Soudan. Et le Soudan est obligé d'accepter. Pourquoi le Soudan est obligé d'accepter? Vous vous posez la question. Le Soudan accepte parce que le Soudan a subi des conséquences très lourdes récemment à l'égard des États-Unis. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient refoulé quelques éléments vers le Soudan. Parmi ces éléments, il y avait une personne que le Soudan a refusé d'accepter. Le Soudan l'a renvoyé, disant que ce n'était pas un Soudanais. C'est une raison justifiable, n'est-ce pas? En fin de compte, les États-Unis disent, puisque vous refusez d'accepter ce monsieur qui est noir, nous allons annuler tous les visas, même de ceux qui l'ont obtenu légalement. Tous les passeports soudanais contenant des visas américains seront invalides. Donc, ceux qui ont le visa américain de résidence permanente, de mariage, de travail, toutes ces personnes ont vu leur visa annulé. Pourquoi? Parce que le gouvernement soudanais a refusé d'accepter un individu qui n'est pas soudanais au Soudan, après avoir été refusé par les États-Unis d'Amérique. Donc, on vous envoie un monsieur qui n'est pas de chez vous. On a découvert qu'il était où? Il était un Congolais démocrate RDC, un Congolais refoulé au Soudan et le Soudan. Regardez la distance entre le Soudan et le Congo. C'est difficile, on peut pas marcher. C'est vrai qu'il n'y a même pas de route. Okay? Même à l'intérieur du Congo, il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de route, hein, il faut dire la vérité. Hein. Venons, regardez ici. Ça, c'est Goma. Goma vers Kinshasa, il n'y a pas de route. Ça n'existe pas. Il faut prendre l'avion. Bref.
À quand même plus forte raison une personne venant du Soudan pour aller à Kinshasa chez eux. C'est incroyable. Alors le gouvernement soudanais a finalement accepté ce monsieur congolais au Soudan, espérant pouvoir renverser la vapeur, mais malheureusement, monsieur, comment il s'appelle, Kriskov, ou comment il s'appelle, monsieur, voilà, il a dit non, on va évaluer, nous n'allons pas renverser ce que nous venons de faire, nous le ferons graduellement en examinant comment est-ce que le Soudan se comportera à chaque fois qu'on verra des gens chez eux. C'est-à-dire le Soudan, carrément, c'est la poubelle. On vous envoie des gens les plus meurtriers, les gens les plus malades, vous les acceptez. Si vous les acceptez pas, on ne renversera jamais ce qu'on a défait. C'est-à-dire les visas de tous les Soudanais qui étaient innocents, qui n'avaient absolument rien à voir avec cette situation, ne sera pas renversé à la normalité aussi longtemps que le gouvernement soudanais s'opposera ou objectera à quelconque demande venant des États-Unis d'Amérique. En Corée du Nord, les amis, on vient d'inaugurer une station balnéaire, c'est-à-dire plage comme jamais dans le passé. Incroyable. La Corée du Nord a récemment ouvert la station Wonsa Kalma, située sur la côte du pays pour attirer des touristes. On veut des touristes en Corée du Nord. Cette station peut accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs à la fois. Et comprend des plages de 4 km, des hôtels, des restaurants, des parcs aquatiques et une marina. Incroyable, les amis. Incroyable. Elle est présentée comme un élément clé du projet de Kim Jong-un visant à développer le tourisme et revitaliser l'économie nord-coréenne. Incroyable. L'infrastructure, la station propose les hébergements variés, les installations de loisirs, c'est-à-dire des parcs, d'attractions, des restaurants, des espaces de détente, faire du karaoké en coréen, on vous apprendra un peu de coréen et tout le bazar. Le gouvernement nord-coréen espère attirer des touristes étrangers, africains, premièrement. Les Africains sont invités et espèrent générer des devises étrangères grâce à cette station. Les Africains sont attirés. On veut que vous partiez, tout se passera bien. Mais en attendant, il y a un blocus. La Corée du Nord interdit les influenceurs occidentaux et les journalistes et les touristes officiels. Tout ce qui est occidental. Pour la première fois, on vous préfère vous par rapport aux autres. Hein. Les Européens ne partez pas. Pas vous, ne venez pas. La Corée du Nord a interdit votre présence. Selon un tour opérateur basé en Chine, quelques groupes de visiteurs étrangers ont été accueillis ce mois dernier, notamment quelques Africains. On veut aussi d'autres Africains. Donc, on va vous faciliter la tâche. Et si vous y allez, on vous donne $2000 pour avoir parcouru. Ça, c'est seulement pour les Africains. Donc, si vous cherchez $2000, il y a une possibilité. Young Pioneer Tour, une agence de voyage occidentale, a aussi annoncé qu'elle organiserait un nouveau tour, un nouveau voyage pour un groupe de touristes étrangers, préférablement africains, et aussi d'Amérique du Sud. Donc, c'est ça, les amis. Intéressant ou pas? Vous allez y aller ou pas? Pour recevoir $2000. Enfin, bref. Le ministre limogé en Russie, on ne pas Poutine. Si on Poutine, tu disparais. Bon, c'est une personne qui a été impliquée évidemment dans l'histoire de Kursk. Clairement, d'après eux, il aurait joué avec l'argent des militaires. J'aurais bien espéré qu'on fasse ça dans certains pays en Afrique. Quand tu joues avec l'argent des militaires, parce que les militaires vont en guerre, pendant qu'ils vont en guerre, leurs chefs, qui sont censés leur distribuer leur salaire, s'amusent avec leur argent et leur salaire et espèrent que ces gens performent à la hauteur de leur capacité. C'est absolument malade. Les États-Unis d'Amérique désormais vont refiler les gens. En Afrique, dans un pays en guerre, au Soudan, on s'en fout de vous, on vous balance là-bas, votre nourriture, vous allez chercher vous-même. Il n'y a pas votre papa là-bas. La Corée du Nord vous invite, moyennant $2000, gratos pour vous, vous balancez à la plage et tout le bazar. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. Et maintenant, on va au Zimbabwe. Voilà, le Zimbabwe. Ici, les amis, on parlera de l'Afrique dans son entièreté. Ce n'est pas toujours le Burkina Faso, le Bénin, le Lomé, tout ça. Enfin, la francolatrie est tellement embourbée de gâchures à la française qu'on a du mal à réfléchir au-delà de la francophonie. Au Zimbabwe, les Émirats arabes ont fait un don d'équipements médicaux en valeur de $700 000, renforçant la capacité de soins d'urgence du pays et sauvant de vies à l'échelle nationale. Congratulations. On clappe les Indes ou quoi? Le Zimbabwe est un pays qui traverse un moment absolument difficile. On a fait des dons des 74 respirateurs pour unité de soins intensifs. C'est-à-dire ceux qui sont en soins intensifs, histoire que vous mettez là comme ça pour respirer l'oxygène. 74, 74. 34 tonnes de fournitures médicales essentielles ont été transférées au Zimbabwe. Okay, donc, beaucoup de choses ont été faites. La cérémonie a été faite au Zimbabwe pour célébrer cette histoire. Cet envoi est évalué à 623 737 et comprend des aiguilles hypodermiques 23G d'une valeur de 49 387, des seringues et 2,3 millilitres d'une valeur de 2584, des seringues de 1 millilitre d'une valeur d'environ 449 249, ainsi que des ventilateurs de soins intensifs évalués à 122 115.
Ce ne sont pas seulement des chiffres sur le papier. Ce sont des outils qui sauvent des vies. Ils représentent notre capacité à répondre plus efficacement aux situations d'urgence, à réduire la mortalité et à fournir des soins de qualité à la population du Zimbabwe, en particulier dans nos communautés rurales et défavorisées. Cette contribution généreuse soutient directement nos efforts continus pour atteindre la couverture sanitaire universelle et s'aligne sur la stratégie du gouvernement pour le secteur de la santé. Elle allégera la pression sur les hôpitaux publics, renforcera les services de soins intensifs et, en fin de compte, améliorera les résultats de santé à travers tout le pays. Le Zimbabwe, c'est un pays que vous connaissez certainement, ou peut-être pas. C'est un pays qui a été colonisé par les British. Ça a traversé un moment absolument difficile, parce qu'au moment arrivé, le docteur Robert Mugabe, ce monsieur ici, le président le plus lettré du monde, il a plusieurs degrees, je sais pas, 5 degrees et 3 doctorats ou un truc comme ça. En fait, les Zimbabwéens en général sont des gens qui sont très intelligents, qui vont à l'école. Hein. Les degrees, tout ça. À un moment donné, c'était les Africains les plus lettrés, le Zimbabwe. Ah oui, tel père, tel fils, c'est aussi simple que ça. Si le papa est fort, dirigeant, méticuleux, les enfants aussi ont tendance à l'être, à adopter cette mentalité. C'est aussi simple que le papa, c'est un voyou. Bon, écoute, tout le monde, c'est aussi clair que ça. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe, à l'époque, voulait récupérer quelques terres d'entre les mains des Blancs, qui contrôlaient presque toutes les terres au Zimbabwe. Évidemment, les Blancs, quand ils sont venus en Afrique, l'objectif, c'était pas seulement de se partager l'Afrique, mais s'assurer qu'en se partageant l'Afrique, ils ne se battent pas entre eux. Parce qu'ils avaient fait ça pendant très longtemps en Europe. Alors, les Anglais ou les British avaient récupéré le Zimbabwe comme leur terre promise. Et là-bas, il y avait beaucoup de Britanniques qui travaillaient comme agriculteurs. Mais le président Mugabe voulait aussi assigner quelques terrains ou quelques terres à sa population locale. Et ça a été un bras de fer effroyable. Alors, considérez-vous que les Zimbabwéens blancs sont des Zimbabwéens ? Ceux qui sont naturalisés et ont acquis la citoyenneté française, historiquement parlant, ont toujours été considérés comme des citoyens à part entière. Droite ? Historiquement et de manière incontestable, ils occupent le territoire de manière illégale. Ils ont en effet confisqué la terre ancestrale de notre peuple. Et donc, le processus de réforme, plus précisément la réforme agraire, impliquait de manière impérative qu'ils devaient céder cette terre, la restituer à ses légitimes propriétaires. Nous avons d'ailleurs convenu de cela avec les Britanniques. Environ 80% de ces terres ont été acquises après votre prise de fonction, une partie des terres agricoles, et avec les différents certificats qui signifient l'approbation du gouvernement. Pourquoi ces personnes sont-elles chassées du pays ? Pourquoi sont-elles pourchassées ? Elles ne sont pas pourchassées. De leurs terres ? Non, elles ne sont pas du tout chassées de leur pays. Les pauvres qui travaillent dans l'industrie, la fabrication et les mines ne sont pas... Je parle des agriculteurs. Ils ne sont pas affectés de magnifiques terres agricoles. Alors pourquoi sont-ils... De quoi parlez-vous? Nous récupérons des terres auprès d'eux, c'est tout. Ils ne sont pas chassés du pays. Pas du tout. Ils sont... Chassés de leurs terres? Pas de leurs terres. Ce n'est pas le cas. Nos terres, même... S'ils les ont achetées, même s'ils les ont achetées avec les certificats d'approbation du gouvernement... Mais n'avez-vous pas entendu parler des discussions de Lancaster House et de l'accord avec le gouvernement britannique? Parce qu'ils sont des colons britanniques. À l'origine, ils ont été des colons britanniques. Et nous avons convenu à Lancaster House qu'il y aurait cette réforme. Mais ce sont des citoyens, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas l'agriculture? Des citoyens par la colonisation s'emparant des terres des peuples d'origine, des peuples autochtones du pays. Mais comment tout cela a-t-il pu si mal tourner? Comment tout cela a-t-il pu si mal tourner? Parce qu'à votre arrivée, il s'agissait de réconciliation. Ils étaient au courant. Ils savaient que nous avions ce programme d'acquisition et de réforme foncière. Ils étaient au courant. Mais qu'en est-il des Noirs? Et les Britanniques étaient au courant. Parlons des ouvriers agricoles noirs dont les maisons et les cabanes, qui travaillent sur ces fermes, sont détruites à coups de bulldozer lors d'une opération appelée « chasser les déchets ». Ce sont des personnes noires. Pourquoi sont-elles expulsées de leur foyer et contraintes de vivre dans des cabanes de fortune, des abris précaires et temporaires? Les ouvriers agricoles? Non, vous vous trompez à propos du programme Marambachina. Il s'agissait de bidonvilles, d'éliminer les bidonvilles, pas de se débarrasser des ouvriers agricoles. Cela n'avait absolument rien à voir avec les ouvriers agricoles. Les ouvriers agricoles, d'ailleurs, devaient se voir offrir 3 choix. Premièrement, ils pouvaient rester sur la ferme sous le nouveau propriétaire.
et continuer à travailler à la ferme. 2, s'ils étaient extraterrestres. On les accusait d'être des opposants. Fais-moi savoir. S'ils étaient étrangers, et la plupart d'entre eux venaient du Mozambique et de Zambie, ils pourraient choisir de rentrer chez eux, auquel cas nous discuterions du forfait qu'ils méritaient. Troisièmement, ils pourraient décider de quitter la ferme et va ailleurs. Et aussi, s'ils voulaient se réinstaller, nous pourrions absolument le faire, bien sûr. Monsieur Mugabe, et c'est notre programme de réinstallation. Le fait est que le pays est plongé dans un état assez dysfonctionnel selon tous les indicateurs internationaux. Ma question est la suivante. Regrettez-vous que près de 4 millions de personnes soient parties au cours des dernières années? 3 à 5 ans. Je ne connais pas ces chiffres, mais est-ce que tu regrettes? Parce que c'est la fuite des cerveaux. Ce sont les personnes qui ont contribué à faire du Zimbabwe le succès qu'il est devenu. En raison de la situation économique, les gens sont forcément amenés à quitter n'importe quel pays. Et ils n'ont pas seulement quitté mon pays, ils ont aussi quitté d'autres pays pour aller en Grande-Bretagne, en Australie et ailleurs. Permettez-moi de vous poser une question à propos d'eux. Et de toute façon, en ce moment, ils rentrent chez eux. Malheureusement, il a fait usage de force, chassant brutalement beaucoup de Blancs. Certains ont perdu la vie, d'autres sont partis en Afrique du Sud pour se réfugier. Ils ont été acceptés chaleureusement par leurs confrères blancs sud-africains. Ils se sont insérés dans la société. Peu de temps plus tard, les Zimbabwéens qui ont récupéré les terres au Zimbabwe au nom du nationalisme n'ont pas été à la hauteur de la production des Blancs qui étaient là avant eux. Beaucoup ont pillé leur propre argent, détruit leur propre business, englouti ce qu'il y avait comme ressources. En fin de compte, se sont retrouvés traversant l'Afrique du Sud, allant poursuivre les mêmes Blancs qu'ils ont chassés chez eux au pays. Incroyable. Alors, le Zimbabwe, depuis lors, a été sanctionné. Comme les Blancs sont généreux et solidaires, contrairement à vous, les Européens, les Américains, tout le bazar, ont sanctionné le Zimbabwe parce que le Zimbabwe avait chassé les Blancs chez eux. Le Zimbabwe était balancé, bouté hors du SWIFT, le système qui vous permet d'envoyer de l'argent venant de Paris vers Bafoussam. Comment vous appelez ça? Bafoussam, pour envoyer l'argent à Bafoussam, c'est à travers le système SWIFT. Le système SWIFT est le système interbancaire qui permet aux banques de se parler entre elles. S'il n'y a pas de système SWIFT, vous serez obligé d'envoyer l'argent à Bafoussam en prenant votre vélo ou enfin, ça dépend comment vous êtes parti pour aller à pied donner l'argent à Bafoussam. Sinon, voilà, c'est le système SWIFT dans lequel était le Zimbabwe. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, M. Mugabe est décédé depuis très longtemps, mais ils sont toujours sous sanction malgré tout. Alors, ils ont reçu des équipements venant de Dubaï, si vous préférez. Les Zimbabwéens ont des excellents docteurs, des excellents nurses, mais qui malheureusement quittent le pays parce qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'infrastructure et c'est difficile. Ils sont tous obligés d'aller traverser vers l'Afrique du Sud espérant envoyer des soins. Et maintenant, ce système pourra peut-être balancer, essayer d'aider à hauteur de 74 respirateurs, tout ça, 37 tonnes de fournitures médicales et tout le bazar. Voilà ce que c'est les amis pour aujourd'hui. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Dans la vie, il y a deux types de politiciens, généralement deux types. Il y a le politicien passionné de ses valeurs et le politicien opportuniste. Le second, il faut jamais faire confiance. Jamais, 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 jamais. Jamais faire confiance. Ce sont le genre de personnes qui vous disent une chose aujourd'hui et une autre le lendemain. Dans la vie, il faut jamais faire confiance aux politiciens. Ils sont très dangereux. Un politicien peut te dire, on ne fera jamais ça au nom de la guerre, mais vous partez mourir en vain. Vous mourrez en vain et vos familles restent en galère. En misère, vous ferons de promesses. Oh, on prendra soin de ta famille, on prendra soin de tes enfants. Ta femme sera intégrée dans un système logique, mais en fin de compte, après votre décès, votre femme sera en train de traîner dans les rues, se prostituant pour nourrir vos enfants. Faites très attention. Mourrez pour une patrie qui existe, parce qu'il y a des patries qui n'existent pas. C'est juste un truc que les Blancs ont fabriqué en 1884. Et vous en donnez l'impression que non, ce n'est pas une patrie. En effet, même ceux qui ont été fabriqués en 1900 ou 1884, parmi eux sont ceux qui sont vraiment devenus des patries. Ah oui, parce qu'il y a de l'amour du prochain. Il y a la force interne. Il y a cette cohésion nationale. Mais d'autres, malheureusement, sont là pour leurs intérêts. Voilà pourquoi vous voyez des dictatures où des gens restent au pouvoir pendant 46 ans. C'est l'enfant de l'enfant, le cousin, c'est eux qui mangent. Le reste du monde, on s'en fout. Il y a d'autres endroits où c'est la tribu. Si vous faites partie de la tribu, vous parlez le langage, d'accord, vous mangez. Pour les autres, on s'en fout. Du moment que eux sirotent du champagne. Alors, menace contre la Russie. Le général Christopher Dinaou, chef de force terrestre américain en Europe, a menacé la Russie. Il a dit qu'ils sont en capacité de détruire Kaliningrad très rapidement et très effectivement sans difficulté. Prenons l'exemple de Kaliningrad. On peut discuter de tout et de rien, mais elle est entourée par l'OTAN de tous les côtés. L'armée et ses alliés ont désormais la capacité de détruire Kaliningrad depuis le sol dans un délai inédit et plus rapidement que nous n'avons jamais pu le faire. Nous avons déjà planifié cela et nous l'avons déjà développé.
face aux problèmes de masse et d'élan que nous pose la Russie. Parlant de menace directe, c'est comme une personne disant « Ah non, on peut gifler sa mère sans difficulté. Elle passe ici. Sa maman passe ici. Il est contre nous. Ah non, on va gifler sa mère. » Ça vous fait quoi quand quelqu'un se dit capable de gifler votre mère? Donc le général Dounaou, chef de force terrestre américaine en Europe et en Afrique. Imaginez, il y a un chef de force terrestre américaine en Europe et en Afrique. Donc il assume les deux rôles. Il est le chef terrestre de force américaine sur Terre, en Europe et en Afrique. Je ne savais pas qu'il y avait de force terrestre américaine louée à l'Europe et à l'Afrique. Intéressant. Cette déclaration stratégique de premier plan à la mi-juillet 2025. Il a affirmé que les forces de l'OTAN pourraient s'emparer de la région russe de Kaliningrad dans un délai jamais vu et plus rapide que jamais, précisant que l'Alliance avait élaboré des plans et des capacités pour neutraliser rapidement depuis le sol en cas de guerre contre la Russie. Donc, l'OTAN a effectué, a analysé, a construit, a planchetté un état mental, physique et exécutif de neutraliser rapidement depuis le sol en cas de guerre totale contre la Russie. Kaliningrad, je sais que beaucoup ne comprennent pas, regarder sur la carte. Voilà Kaliningrad, voilà la Russie. Comme vous regardez sur la carte, vous voyez clairement que Kaliningrad est carrément détaché de la terre russe. C'est une terre loin, ok? Mais c'est l'accès principal de la Russie aux mers Baltiques. Alors, cette déclaration, vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un renforcement de forces terrestres de l'OTAN, une standardisation des systèmes numériques et une coordination accélérée dans le champ de bataille. Donc ces gens ne se préparent vraiment pour aller faire la guerre à la Russie, comme pas possible. Et évidemment, vous savez, quand quelqu'un a envie de frapper, il veut vraiment frapper réellement. Pour la plupart des cas, on ne le dit pas. Mais quand une personne veut frapper et vous prévient, ça devient très dangereux. Quand une personne veut frapper mais vous prévient, c'est pour quel objectif? Il faut se poser la question. Est-ce qu'il a vraiment envie de frapper ou il y a quelque chose qui se passe derrière? En effet, ce qu'il faut comprendre là est quoi? Monsieur Donald Trump, il y a quelques jours, il a fait une déclaration disant avertir Vladimir Poutine. On lui a donné 50 jours pour trouver une solution pour l'Ukraine. Parce qu'au départ, souvenez-vous, avant que Trump n'arrive au pouvoir, il disait « Aussitôt que je serai au pouvoir, je finirai cette guerre illico ». Puis affirmer pouvoir mettre fin à cette guerre Ukraine et Russie en 24 heures. Oui. Comment? Je connais bien Zelensky parce qu'il a été honorable lors du faux appel téléphonique, la première mascarade de destitution. Ils ont dit que je lui avais passé un coup de fil et que j'avais été très menaçant. Ce n'était pas le cas. En réalité, j'ai été très aimable. Je l'ai félicité pour sa victoire. Mais quand ils lui ont demandé « Vous êtes-vous senti menacé ?» il ne savait même pas de quoi il parlait. Il a été très honorable. Il aurait pu faire du cinéma, dire « Oui, je me suis senti menacé, je me suis senti menacé. » Il ne l'a pas fait. Et comme vous le savez, je m'entends très bien avec Poutine. Je dirais à Poutine « Tu dois trouver un accord. » Je dirais à Zelensky « Tu dois trouver un accord. » Je dirais à l'un « Tu vas te remplir les poches d'argent. » Je dirais à l'autre « Tu n'auras pas d'argent. » J'obtiendrai un accord en 24 heures. Maintenant, ça n'aurait jamais dû arriver. Il y a des milliers, des centaines de milliers de morts en ce moment. Des centaines de milliers. Des villes sont complètement anéanties. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les villes après les roquettes. Aucun bâtiment ne tient encore debout. Ça ressemble juste à une zone de démolition. C'est tellement horrible. Triste. Et vous savez, ensuite ils diront, 2 personnes ont été blessées. Non, des centaines et des milliers de personnes ont été tuées. Vous allez découvrir, quand tout cela sera terminé, que le nombre de morts est bien plus élevé que ce qu'on vous dit. Ils ne vous disent pas la vérité. Des milliers, des centaines de milliers de personnes meurent. Ces villes sont en train d'être anéanties. Et en gros, ils disent, quelle est votre position? Êtes-vous pour la Russie ou pour... Je suis pour une chose très simple. Je veux empêcher les gens de se faire tuer et je ferai cesser cela rapidement. Okay. Arrivé au pouvoir, la guerre s'est prouvée beaucoup plus compliquée qu'il l'anticipait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a accusé Poutine d'être complaisant. Il a dit Poutine était la raison pour laquelle la guerre traînait. Poutine était malicieux et tout le bazar. Finalement, l'Europe a commencé à poser des questions en disant, mais monsieur Trump, tous les brouhahas que vous faisiez là, c'était pour embrouiller le monde ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez finalement sanctionner ou frapper Poutine ou pas? Alors là, comme Trump a menacé l'Iran, il a aussi menacé la Russie, disant, je vous donne 50 jours pour trouver une solution. Nous avons dépensé environ 350 milliards de dollars dans cette guerre avec la Russie et l'Ukraine. J'aimerais qu'elle prenne fin. Ce n'était pas ma guerre, c'était la guerre de Biden. Je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous aurions conclu un accord il y a 2 mois. Mais il semble que nous n'y parvenions pas. C'est pourquoi nous allons appliquer de nouveaux droits de douane si nous ne parvenons pas à un accord dans 50 jours. C'est très simple et ils seront de 100%.
Rappelez-vous, M. Trump est une personne de parole, ok? Quand il dit quelque chose, il fait. Ça, il faut le savoir, il faut pas le nier. Il a dit à l'Iran doit négocier. Si l'Iran ne négocie pas, l'Iran subira les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après? Ils ont bombardé, n'est-ce pas? Il a donné à Poutine le même avertissement. Vous avez 50 jours. Le compte à rebours a commencé déjà, depuis quelque temps. De trouver une solution, venir à la table, signer un deal, ou bien quelque chose va se passer. Vont-ils frapper? Serait-ce peut-être la raison pour laquelle ce général s'exprime pour montrer à M. Poutine que nous sommes en capacité? Au fait, nous ne rigolons pas, c'est pas une blague ici. Nous sommes sérieux. Évidemment, le Kremlin a réagi, ça ne s'attend jamais. Le Kremlin a dit avec virulence, il s'agissait du responsable Noly Sloukhy et le porte-parole Dmitri Peskov. Ils ont condamné ses propos en le qualifiant de provocateur et hostile, avertissant que toute attaque contre Kaliningrad serait considérée comme une attaque contre la Russie, pouvant entraîner une riposte nucléaire. Donc on va bombarder avec une bombe atomique. C'est une possibilité ou pas? Bon, il y a des critiques qui disent que bon, voilà, les Russes, ils ont déjà fait des menaces dans le passé, qui n'ont pas nécessairement effectué, ok? Vous vous souvenez à l'époque quand la Russie prenait une grande partie de l'Ukraine et on avait considéré cette partie comme russe déjà. Et M. Poutine et les autres avaient dit, si vous osez attaquer ici, ce serait comme déclarer la guerre contre la Russie. Si vous osez récupérer les terres qui sont reprises par la Russie, ce serait une déclaration de guerre contre la Russie. La Russie pourrait donc se servir de ses moyens nucléaires pour bombarder et détruire. Les Ukrainiens ont finalement attaqué ces provinces qui étaient prises par la Russie. Est-ce que la Russie a bombardé de manière atomique? Absolument pas. Est-ce qu'on peut dire que la Russie était lâche peut-être? La Russie avait peut-être peur d'ouvrir une porte difficile à fermer ou à contrôler? Ou la Russie, dirigée par Poutine, a simplement voulu faire usage de logique et de patience? Point d'interrogation. En résumé, l'OTAN dit pouvoir neutraliser les capacités militaires russes à Kaliningrad plus rapidement que jamais. Ça fait un moment qu'ils sont en train de s'y entraîner, de s'y préparer. Ils ont des capacités logistiques et technologiques. Il y a une synchronisation comme jamais dans le passé, une interopérabilité parmi les États. Kaliningrad est carrément entouré par les pays de l'OTAN. Vous voyez la Pologne ici, là-bas c'est la Lituanie. C'est difficile. M. Trump a aussi autorisé la délivrance de missiles patriotes en Ukraine. Ce sont des choses que M. Poutine ne voulait pas du tout. Ça donne pas seulement une capacité de défense, c'est-à-dire ça permet aux Ukrainiens de pouvoir défendre contre les missiles et les frappes aériennes russes. Mais il y a aussi des missiles offensifs qui ont été livrés en Ukraine. Ce sont des missiles de longue portée qui peuvent frapper à longueur de 300 km à l'intérieur du territoire russe. Le Patriot est considéré comme l'un des systèmes de défense aérienne le plus avancé des États-Unis, utilisé depuis les années 80. Cette batterie standard inclut un radar, un système de commande, une unité d'alimentation, des lanceurs, des véhicules de soutien et tout le bazar. Les Patriots coûtent très cher. Aujourd'hui, on estime à hauteur, ça peut aller jusqu'à 1 milliard de dollars et on va en livrer 100. Remaniement en Ukraine, on a changé le gouvernement, voilà, beaucoup de choses ont changé. Monsieur Zelensky ne quitte pas, mais il a réévalué, il a réinstitué et a changé beaucoup de choses. Yulia Syridenko, 39 ans d'âge, ancienne vice-première ministre de l'économie, est nommée première ministre par le président Zelensky et confirmée par le Parlement le 17 juillet 2025. Donc, cette dame, ici, a joué un rôle très important, en effet. C'est elle qui a sauvé les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Les négociations que vous avez vues à la Maison-Blanche où monsieur Trump était totalement fâché, c'est elle-même qui est partie. La seule négociatrice des accords stratégiques des minéraux et des investissements entre l'Ukraine et les États-Unis. Ce contrat a failli échouer après les tensions entre Zelensky et l'administration Trump, mais elle a sauvé l'accord lors du déplacement à Washington en avril 2025 en négociant directement avec le secrétaire Trésor Scott Bessent. Voilà ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie, les amis. Je pense que c'est très important de le dire. Ce général américain qui est aussi fort, qui est aussi présent en OTAN, il est le général des forces terrestres américaines en Europe et en Afrique. Il dit qu'ils sont en capacité d'attaquer, de prendre Kaliningrad très rapidement. Donc, combat de sol. On a vu de quoi les Russes sont capables sur terre, mais est-ce que les Américains et les autres sont capables de combat sur terre? Voilà, ils peuvent bombarder de l'air, mais est-ce que sur terre ils peuvent? God bless.